lancer l'enregistrement. Ah oui, cette réunion est encore d'enregistrement. Très bien. Donc, je continue. Ah, j'avais mis le diaporama, reprendre le diaporama. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Et marhaba ya sawa ya shabab. Bonjour jeunes filles et jeunes gens, comme on le dit en arabe syrien de Damas. Vous voyez d'ailleurs ici sur la diapositive la première de couverture du manuel. Voilà. Sur cette diapositive, vous pouvez voir le plan de ma présentation. Avant donc d'entrer dans les détails de mon ouvrage, je souhaiterais en tracer le cadre sociolinguistique, à savoir ce que certains linguistes arabisants comme Joseph Dichy nomment dès 2010 la polyglossie de l'arabe. Dichy est passé de pluriglossie à polyglossie. Je cite, l'anglais n'ayant pas retenu le suffixe pluri. Donc, le but était de créer une terminologie qui puisse plus facilement passer à l'anglais et s'adapter à partir de l'anglais également. Gloss, qui est le terme que j'emploie ici, est le terme scientifique adopté par Dichy pour désigner la variété d'une même langue, à savoir l'arabe ici. J'ai adopté cette terminologie car en plus d'être en adéquation avec les usages réels des arabophones, elle a été élaborée et pensée à des fins pédagogiques. Dichy fut d'ailleurs l'un des rédacteurs du référentiel CECRL pour la langue arabe qui vit le jour en 2016 et dont vous trouverez les références dans ma bibliographie, je pourrai vous les montrer après. Se basant sur les usages réels des arabophones, Dichy s'inscrit en faux, et il n'est pas le seul, contre le principe de diglossie, théorisé par William Marsay en 1930 et appliqué à l'arabe. La diglossie appliquée à cette langue est réductrice, car elle ne fait qu'opposer l'arabe dit classique, littéraire ou littéral, à l'arabe dit dialectal, alors que le continuum de communication d'un locuteur arabe scolarisé peut également convoquer en synchronie des glosses intermédiaires et ou mixtes. Je précise ici que, concernant l'arabe, nous parlons de pluriglossie et non pas de plurilinguisme. Je sais que le débat a déjà eu lieu, il a toujours lieu, mais en ce qui me concerne, je me positionne plutôt du côté de la polyglossie, car je constate, et je ne suis pas la seule non plus, plus de points communs linguistiques entre les différentes glosses de l'arabe que de différences. Younes, en 2015, à partir de statistiques établies de son manuel de 2014, a dénombré environ entre 80 et 90% de lexiques communs entre l'arabe classique, littéraire et littéral, et dans sa version moderne, et l'arabe dialectal syro-libanais, qui est aussi l'objet de son manuel. De plus, les principaux traits grammaticaux, à savoir la phrase nominale, l'article défini, l'annexion, l'expression de la possession, etc., sont également communs, en tout cas, entre l'arabe classique littéraire littéral et les arabes dialectaux que je connais, à savoir l'arabe du Caire et l'arabe de Damas. Enfin, un arabophone locuteur d'une variété dialectale en apprendra plus rapidement une autre qu'un locuteur du français qui voudra par exemple apprendre l'espagnol. Ma présentation se décomposera donc de la manière suivante. Je ferai d'abord un point rapide sur la vision qu'ont les linguistes et les sociolinguistes arabisants de la polyglossie de l'arabe, afin de situer l'objet de ce manuel dans le contexte plus général de la langue arabe, de ses usages et de son enseignement. Je décrirai ensuite par le menu la genèse de ce manuel. Ce dernier s'inscrit d'ailleurs dans la politique de soutien à l'enseignement professionnalisant des arabes dialectaux au sein de ce qu'on appelle l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan, que j'appellerai AMSCC, enfin qui s'appellera officiellement l'Académie à partir du 6 juillet, mais j'anticipe. Les contenus de ce manuel s'inspirent de manuels déjà existants. Une troisième partie sera consacrée aux parties pris pédagogiques ayant présidé à son élaboration, ainsi qu'à sa progression grammaticale et lexicale. Je commence donc par l'état des lieux et les terminologies de la polyglossie de l'arabe. Il est difficile d'utiliser une terminologie sociolinguistique en langue française ou anglaise qui corresponde pleinement au sens des mots arabes Amiya et Fosra. J'opte donc ici, m'inspirant de Younes, pour l'utilisation directe des deux mots arabes. Comme les arabophones, Younes utilise Fosra, mot arabe signifiant le plus éloquent
et désignant la personne qui parle cette glosse, selon Larcher en 2015, et qui correspond usuellement au français, comme je l'ai dit, est un petit peu long dans le cadre d'une présentation, donc je préfère Fosra, après avoir défini ce que recouvrait évidemment le terme Fosra. Younes utilise aussi Ammiya, c'est-à-dire ce qu'on peut traduire par arabe dialectal en français, ou en anglais, je vous prie de m'excuser par avance de ma prononciation absolument désastreuse en anglais, colloquial Arabic ou dialect ou encore spoken Arabic, selon les linguistes de langue anglaise. Le mot Ammiya signifie littéralement public, populaire, du peuple, le peuple étant désigné usuellement par le terme Amma, qui s'oppose à l'élite khassa. Sous-entendant de manière erronée une distribution complémentaire des locuteurs alors qu'il n'y a que distribution des usages. Par là même, j'entends que dans l'esprit de certaines personnes, les gens éduqués appartenant à l'élite parlent Fosra et les gens du peuple parlent Ammiya. Non, absolument pas. Les gens éduqués parlent aussi Ammiya dans leur vie quotidienne et les gens du peuple parlent Ammiya dans leur vie quotidienne et peuvent très bien s'exprimer en Fosra ou écrire en Fosra dans un autre contexte. Younes pose que les références des deux mots sont claires pour les arabophones et précise que Fosra désigne à la fois en anglais both MSA, c'est-à-dire Modern Standard Arabic, and Classical Arabic, confondant à mon avis, comme le fait Dichy, les états dits classiques et anciens. Il est néanmoins possible qu'il ne s'agisse pas d'une confusion, la norme classique de l'arabe coïncidant avec son ancienneté chronologique. Vous pouvez voir ici, dans les trois diapos, enfin cette diapo-là et les deux autres que je vais vous laisser regarder, une adaptation du tableau élaboré par Dichy entre 1994 et 2017 qui donne une idée visuelle complète de la polyglossie synchronique de l'arabe et des compétences CECRL qui y correspondent. Donc, vous voyez dans ce tableau déjà un premier tableau consacré à l'arabe classique. J'ai mis en blanc une définition sommaire et en bleu les compétences mises en œuvre dans le cadre du CECRL. Donc, le terme de Fosra recouvre l'arabe classique littéraire littéral, arabe littéraire chez Dichy, c'est-à-dire avec le sens de langue de culture. Et vous voyez les deux états chronologiques de la Fosra, pour simplifier évidemment, la Fosra ancienne et la Fosra moderne, avec les compétences auxquelles correspondent ces deux glosses. Voilà pour la Fosra. Donc, je passe maintenant à la diapositive concernant ce qu'on appelle l'arabe moyen, c'est-à-dire une variété mixte entre la Fosra et le dialecte. Alors, ça peut être un dialecte ou plusieurs dialectes, évidemment, puisqu'il y aura autant d'arabe moyen qu'il y aura de dialectes. Et donc, Dichy a élaboré deux définitions du type 1 et du type 2 pour l'arabe moyen, sachant que c'est un objet extrêmement mouvant qui peut être aussi mouvant que ses locuteurs de toute façon, mais qui existe et qui est un objet d'étude depuis plusieurs décennies chez les linguistes arabisants et les sociolinguistes. Donc voilà pour l'arabe moyen. Vous me dites si je vais trop vite dans le fait de défiler les diapositives. Et voilà le tableau consacré au Ammiya. Je préfère utiliser Ammiya que dialecte, sachant que dialecte a longtemps été une appellation pour désigner un objet linguistique qu'on ne veut surtout pas reconnaître comme étant une langue, en tout cas un système linguistique. Les Ammiya sont en tout cas une variété de la langue arabe. Voilà. Donc au niveau régional, vous avez des Ammiya qui sont quasiment élevés au rang de standard, comme la Ammiya du Caire, par exemple, qui est devenue un standard au Proche-Orient. Et vous avez des Ammiya locales aussi, qui peut être la glosse d'un quartier, d'un village ou d'une circonscription. Donc, pour en revenir à la définition générale de Dichy de la polyglossie synchronique de l'arabe contemporain, il subdivise l'arabe littéraire, alors je vous remets la diapo par rapport à cette glosse de l'arabe, dans le sens de langue de culture héritée de Saussure. En un arabe littéraire classique, langue pour faire court des époques médiévales, et un arabe littéraire moderne, faisant de classique, comme je l'ai dit tout à l'heure, un critère chronologique, mais également sociolinguistique, comme je l'ai dit précédemment.
Larcher, quant à lui, en 2008, a introduit un autre critère classique que le critère chronologique. Il en fait une étiquette sociolinguistique se basant sur l'étymologie du mot. Et là, je cite Larcher, « La double extension de sens de classique, la première métaphorique, c'est-à-dire de première classe, et la seconde jouant sur la polysémie du mot classe, qui s'enseigne dans les classes, lui convient parfaitement. L'arabe classique est bien tout à la fois la variété de prestige et la norme scolaire. » Larcher parlera donc d'arabe classique ancien et d'arabe classique moderne. Il arrive que la Fosra soit aussi nommée arabe littéral, c'est-à-dire écrit, ce qui ne correspond pas non plus complètement à la réalité de ses usages. Elle peut être également parlée, même en contexte non spontané, et sans forcément correspondre à de l'écrit oralisé. Il n'en reste pas moins vrai que le registre de la communication spontanée, même interarabe, reste la amiya, ou plutôt les amiya. En effet, selon Wimsem en 2006, deux locuteurs éduqués, en Fosra ancienne et ou moderne, originaires de pays arabes différents, même éloignés géographiquement, pourront converser dans une glosse interdialectale matinée de Fosra, mais dont la base syntaxique et lexicale restera dialectale. Dichy décrit donc en 2002 la compétence de communication d'un locuteur arabe scolarisé comme comprenant une ammiya, ainsi que l'arabe littéraire dans ses deux états classiques et modernes, c'est-à-dire la Fosra ancienne et moderne. L'objet de mon manuel est donc ici la ammiya de Damas et je vais maintenant vous en expliquer le choix. Donc, j'en arrive à la jeunesse du manuel et avant d'expliquer le choix de la ammiya de Damas, j'aborde la question de la norme de l'arabe et la question de l'enseignement des dialectes. Les raisons du choix traditionnel de l'arabe Fosra moderne comme glosse de référence sont résumées par Younes en 2015 pour les États-Unis et s'appliquent à l'enseignement public français secondaire et supérieur. La Fosra est la glosse véhiculaire dans le monde arabe, la glosse officielle de chacun des pays arabes, la glosse scolaire et littéraire, une glosse relativement unifiée face aux variations dialectales et, pour finir, la glosse principale du registre écrit. De plus, la plupart des professeurs d'arabe, en tout cas en France, étant d'origine arabe et ayant donc vraisemblablement appris une ammiya comme langue maternelle, il peut leur être difficile d'enseigner une langue source apprise intuitivement. C'est comme si on me demandait d'enseigner le français sans formation. Je suis francophone, mais je ne sais pas enseigner le français parce que c'est ma langue maternelle, justement. Pour ces professeurs-là, la Fosra a été un objet d'étude, s'ils l'ont apprise à l'école, et donc c'est beaucoup plus, de mon point de vue, c'est plus facile d'enseigner une langue étrangère qu'on a apprise soi-même à l'école et dont on a explicité et conceptualisé les règles, qu'une langue apprise intuitivement. J'ajoute à ces raisons, c'est-à-dire du choix de la Fosra comme objet de l'enseignement, les difficultés d'une choix d'une ammiya si cette glosse était choisie comme premier objet d'enseignement dans le secteur public français, la plupart des apprenants arabisants dans le secondaire, surtout dans le secondaire, étant soit d'origine marocaine, soit d'origine tunisienne, soit d'origine algérienne. Ajoutons à ces considérations le fait que de tout temps, et autant du côté arabe que du côté arabisant, la norme est la Fosra, du fait du lien symbolique liant cette glosse au Coran. La version du Coran appelée Vulgate, retenue par le calife Osman et rédigée en arabe linguistiquement préclassique selon Larcher, a servi de base à l'élaboration d'une norme grammaticale et lexicale. Cette norme fut officialisée par les grammaires et dictionnaires médiévaux. Les grammaires, dictionnaires et manuels arabes et arabisants, même contemporains, ne sont que des redites de ces ouvrages qui incarnent aujourd'hui une norme inchangée, tandis que les usages des arabophones ne cessent d'évoluer, même en Fosra moderne. Les ammiya, quant à elles, ne sont globalement pas considérées comme de l'arabe par leurs locuteurs, et encore moins comme une norme ou comme un objet d'enseignement, selon le fameux principe de ce qu'on appelle en arabe « fasad al-lugha », c'est-à-dire la corruption de la langue, selon lequel les dialectes seraient une corruption de la Fosra. Cette vision, à mon sens idéologique, est totalement en contradiction avec les travaux en linguistique historique qui démontrent que la Fosra, avant d'être sacralisée par le Coran, était soit une ammiya parmi tant d'autres, soit encore ce qu'on appelle une koiné poétique ou encore un mixte des deux. Pour toutes ces raisons,
et du fait que les arabophones n'apprennent pas leur langue maternelle à l'école, la tradition d'enseignement des Ammiya est une tradition occidentale, non arabe pour être exact. Le but étant de former les arabisants à la communication quotidienne et spontanée avec les arabophones. J'aborde maintenant la politique d'enseignement des arabes dialectaux à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan. L'enseignement d'un arabe dialectal à part entière n'a donc pas lieu dans le secondaire, la Fusha étant, pour les raisons déjà évoquées, la glosse de référence. Il est néanmoins recommandé, dans le référentiel CECRL, de prendre en compte les acquis dialectaux antérieurs éventuels des apprenants pour valoriser ces derniers et donner de l'arabe une version aussi complète que possible. Il n'en est pas de même dans l'enseignement supérieur. En effet, dans un but professionnalisant, des cours de dialecte sont délivrés dans des universités et grandes écoles françaises, dont l'AMSCC. La problématique du choix d'un dialecte comme objet d'enseignement au regard de celui qui serait préalablement utilisé par nos apprenants n'a pas lieu d'être. La grande majorité de nos élèves officiers n'étant pas issus de l'immigration maghrébine. De plus, le choix des enseignants vacataires correspond à la politique d'enseignement de la Ammiya syro-libanaise aux apprenants des deux écoles militaires de l'Académie. La Ammiya, dont il est question ici, est la variante syrienne et damascène de ce qui est globalement appelé dans le milieu arabisant français arabe du Proche-Orient ou arabe syro-libanais dans la politique des langues de l'armée de terre. Il s'agit, malgré certaines différences, de la langue maternelle partagée pour l'essentiel par les arabophones de Syrie, du Liban, de la Jordanie et des territoires palestiniens. L'objet du manuel en est donc la variante contemporaine grâce à laquelle il est possible, sous réserve de quelques adaptations, de communiquer dans cette ère dialectale. Pourquoi la MSCC favorise-t-elle l'enseignement de la Ammiya ? L'Académie, appelée communément Saint-Cyr-Coët-Quidan, est une grande école militaire sous tutelle du ministère des Armées. Elle est exclusivement destinée à la formation militaire, académique et comportementale des élèves officiers et officiers-élèves de l'armée de terre française. L'arabe y est étudié en premier lieu par les élèves officiers de l'ESM, l'école spéciale militaire nommée Saint-Cyr, dont vous voyez le descriptif sur la diapositive. Cette école forme des élèves ayant le niveau Bac+2 après une préparation universitaire ou une préparation en classe préparatoire civile ou militaire aux grandes écoles, leur permettant de tenter le concours d'entrée à Saint-Cyr. Ils sortent donc sous lieutenant, c'est-à-dire officier-élève, à l'issue d'une formation intégrée militaire, académique et comportementale de 3 ans, répartie en 2 semestres militaires encadrant 3 semestres académiques et 1 semestre à l'étranger. Les arabisants de la filière SSP, sciences sociales et politiques, apprennent la Ammiya syro-libanaise dans sa variante damascène depuis 2003. Le but étant qu'ils puissent communiquer à minima à un niveau A1 avec les arabophones sur les théâtres d'opération pendant leur première partie de carrière. De même que la Ammiya égyptienne du Caire, la Ammiya syrienne de Damas est la variété parlée la mieux comprise dans le monde arabe, Maghreb, Golfe et Proche-Orient confondus, pour des raisons de rayonnement culturel et médiatique. Un arabisant parlant couramment l'une de ces deux glosses ou les deux sera compris par bon nombre d'arabophones scolarisés ou non, puisque les arabophones scolarisés sont ceux qui ont appris la Fusha. L'avantage donc de parler Ammiya, c'est qu'on sera compris, y compris par des arabophones qui n'ont jamais été scolarisés. Cette personne aura plus de mal à comprendre une variété locale maghrébine, par exemple, mais aura déjà acquis une structure mentale lui permettant de passer d'une Ammiya à l'autre. Les Ammiya n'ont pas toujours été enseignés à l'EMSCC. Dans les années 2000, Alain Giraud, mon prédécesseur, a choisi, heureusement, d'enseigner la Ammiya du Caire afin d'enrayer la spirale de l'échec des apprenants qui n'avaient pas assez d'heures de cours pour apprendre correctement la Fusha. Je sous-entends ici que si on apprend le système d'écriture de la Fusha ainsi que des techniques de lecture, ça peut prendre beaucoup plus de temps que d'apprendre directement une Ammiya pour parler tout de suite. Ceci ne sous-entend pas que la Fusha est plus difficile que la Ammiya, mais que selon les compétences qui sont visées, l'apprentissage peut prendre plus de temps. Par cette décision, Alain Giraud a également choisi d'ancrer à l'Académie un enseignement professionnalisant à portée communicative
Et je n'ai malheureusement pas été assez explicite dans ma préface sur l'apport fondamental de mon collègue à cet enseignement. Je m'en suis excusée auprès de lui et il n'en a pas pris ombrage. En 2003, sur instruction du général Tourette, chef d'état-major de l'armée de terre qui fut lui-même arabisant, nous avons remplacé l'égyptien par le syro-libanais pour des raisons stratégiques évidentes et malheureusement d'actualité. Les élèves de l'ESM peuvent ainsi mieux communiquer en arabe après les quelques 100 heures d'enseignement prévus. Ce qui motive davantage les débutants, qui, en apprenant d'abord la Fousra et son système graphique, apprentissage chronophage, avaient parfois l'impression de piétiner avant de commencer à parler. Or, le fait d'apprendre une Amiya avant la Fousra met désormais les élèves dans les mêmes conditions d'apprentissage que les arabophones eux-mêmes. Cette approche de l'enseignement permet un passage plus facile à la Fousra écrite, à laquelle une partie du cursus est consacrée en fin de parcours. Il s'agit, en fin de parcours, donc d'apprendre à écrire, à lire et à comprendre des textes simples. Les acquis oraux, lexicaux et grammaticaux des élèves, étant largement communs aux deux glosses, leur permettent de reconnaître à l'écrit des mots déjà acquis à l'oral et de conceptualiser plus rapidement des règles de grammaire déjà intégrées. L'arabe est également étudié par les élèves officiers de l'EMIA, École militaire interarmes, dans la filière GRIS. Vous pouvez le constater, les militaires, autant que les universitaires, sont friands de sigles. La filière GRIS, donc le sigle GRIS veut dire géopolitique, relations internationales et stratégie. L'EMIA forme en interne des anciens soldats, civils ou sous-officiers qui sortent sous-lieutenant, donc également officiers-élèves, à l'issue d'une formation intégrée militaire, académique et comportementale de 2 ans, composée de 2 semestres militaires encadrant 2 semestres académiques. Ces élèves ont 2 fois plus d'heures de cours que les ESM, et nous leur enseignons donc Amiya et Fousra en alternance avec 2 intervenants différents, chaque glosse étant reliée respectivement à 2 des 4 compétences du CECRN. Les finalités opérationnelles de leur apprentissage de l'arabe sont les mêmes que pour les Saint-Syriens. Ils sortent donc de l'AMSCC avec une compétence de base globale correspondant à celle des arabophones, à un niveau moindre évidemment, qui sert de base, cette compétence sert de base à leur formation continue au sein de l'armée de terre. Je n'utilise pas mon manuel avec les EMIA, ce dernier étant rédigé en transcription phonétique pour les parties rédigées en Amiya, et ces élèves apprenant l'alphabet arabe simultanément en cours de Fousra. De plus, leur apprentissage de la Amiya date de fin 2019. J'aborde, alors que j'ai commencé à rédiger mon manuel pour publication en tout cas, entre 2017 et 2020. J'aborderai d'ailleurs dans quelques instants les raisons du choix pédagogique de la transcription phonétique. Et c'est donc sur les ESM qui n'apprennent l'alphabet arabe qu'en fin de parcours académique que j'ai fait mes premières armes et rédigé les premiers documents qui ont servi de base à mon manuel à partir de 2005. Et c'est avec la nouvelle promotion de Saint-Cyrien arrivée en mars 2021 que j'utilise pour la première fois mon manuel. J'ai élaboré donc les premiers documents de l'enseigne version de 2005, prenant pour base des dialogues pédagogisés joués par Soufiane El-Kadjousli et sa sœur Rinan. Soufiane, arabophone natif originaire de Syrie, a travaillé plusieurs années comme professeur vacataire de Amiya et de Fousra au département d'arabe de l'AMSCC. Et c'est grâce à ces contenus transmis par ses soins, ainsi qu'à d'autres références de manuels d'enseignement de la Amiya, que je me suis lancée dans ce travail de longue haleine. Il s'agissait de renouveler l'offre en manuel francophone de Amiya, syro-libanaise, le dernier ouvrage d'enseignement de l'arabe proche-oriental de Jean Kassab, datant de 1970. Sa deuxième édition de 1987 figure d'ailleurs dans la bibliographie de mon manuel que vous verrez en fin de présentation. J'aborde donc maintenant les manuels dont je me suis inspirée. Tout d'abord, la méthode d'enseignement de l'arabe égyptien du Caire, Ahlan wa Sahlan, qui date de 1992, rédigée par Wadi' Boutros, et donc ce manuel a servi de cadre aux prémices du mien. Cette méthode a été élaborée par un de mes professeurs d'arabe égyptien au département d'enseignement de l'arabe contemporain, le DEAC du Caire, où j'ai fait mes premières armes d'arabisante. Je me suis également inspirée par le truchement de Soufiane de la méthode non publiée de Jean-Yves L'Hôpital,
la méthode d'arabe dialectal de Damas, qu'il a rédigée en 1980. Ce dernier s'est inspiré, en l'adaptant à l'arabe syrien, de la méthode d'arabe palestinien qu'on appelle Abou Youssef ou l'arabe sans larmes, dont l'auteur est un religieux français qui a vécu une cinquantaine d'années au Proche-Orient et qui est récemment décédé. Je les remercie d'ailleurs tous les deux, Jean-Yves L'Hôpital et cet auteur, qui tenait à rester anonyme, d'avoir accepté que je m'inspire de la trame de certains de leurs dialogues. D'autres dialogues sont inspirés de la méthode d'Esteban Lator, Parlez-vous arabe, l'arabe libano-syrien à l'usage des étrangers, publié en 1953 à Beyrouth, et que je n'ai pas réussi à me procurer. Le contenu de certains dialogues que Sofiane m'a communiqués était inspiré de cette méthode. Je ne me suis inspirée de ces ouvrages que pour ce qui concerne les contenus des dialogues, en les adaptant néanmoins au contexte syrien récent. Je me suis toutefois inspirée de la méthode de Boutros pour élaborer la structure interne de chaque leçon, à savoir le script du dialogue, le vocabulaire, l'explication grammaticale ainsi que les exercices d'application, les fiches lexicales thématiques et les lexiques finaux français-arabe et arabe-français. J'y ai ajouté le script à compléter au début de chaque leçon, ainsi que la traduction en français de chaque dialogue qui m'avait été demandé par certains élèves. Je me suis néanmoins démarquée du choix qu'a fait l'auteur de présenter les items arabes dans les lexiques, dans un ordre alphabétique de la transcription phonétique recoupant celui de l'alphabet français. Et j'explique ici sur cette diapositive, donc, qui est inspiré, enfin un copier-coller de la page 257 de mon manuel. Donc je vous projette ici le choix méthodologique que j'ai explicité pour les apprenants, que vous pouvez découvrir donc avec le tableau de présentation de l'ordre de la transcription phonétique qui se calque sur l'ordre de l'alphabet arabe. Donc en fait, le tableau est à regarder à partir de la droite. Voilà. Et vous voyez donc à droite mon explication pour les apprenants, expliquant mon choix pédagogique. Je vous laisse regarder. Oups, pardon, excusez-moi. Je me suis loupée. Voilà. Alors, je continue. Je ne voulais donc pas entretenir davantage l'ambiguïté visuelle entre ce système d'écriture et l'alphabet français. J'ai donc choisi de présenter le lexique arabe-français en calquant l'ordre de présentation de la transcription phonétique sur celui de l'alphabet arabe, ne serait-ce que pour préparer les élèves à l'ordre de ce dernier, quand ils devront l'apprendre en fin de parcours pour la FOSRA. J'ai fait de même avec le tableau de présentation de la transcription phonétique que vous verrez dans la prochaine diapo et qui figure au début du manuel. Avant de décrire par le menu les parties pris pédagogiques de mon manuel, je vous présente la maison d'édition Aradic, dont le directeur scientifique, Joseph Dichy, a accepté mon manuscrit début 2017. Alors, je vais vous projeter le site. Hop. Est-ce qu'il faut que je cesse le partage de… Ben oui, là, pour le moment, on ne voit que ton écran normal. D'accord, donc il faut que j'arrête le partage et que je partage le site. Ouais. D'accord, hop. Voilà, alors, maintenant, il faut… oui. Écran partagé. Alors, le site d'Aradic, où je l'ai mis, manuel, écran. Ah, pourtant je l'avais… Alors, attendez, excusez-moi, je l'avais ouvert pour pouvoir le partager, et je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est peut-être parce que… Voilà, j'y retourne. Excusez-moi, hein, avec le stress de la présentation en plus. Non, ne t'inquiète pas. Alors, écran partagé. Où est Aradic? Tableau blanc, manuel Aradic, séminaire, diaporama, crotte, j'y arrive pas. Alors,
Je vais réessayer. Ah oui, c'est pour ça. Là, ça va peut-être marcher. Donc, je recommence. Comme on dit en arabe, sabr muftah al-faraj, c'est-à-dire la patience est la clé du paradis. Très bien. Voilà, alors, oui, alhamdoulilah. Donc, voilà. Voilà le site d'Aradik. Voilà. Donc, c'est donc le site aradik.fr. Alors, il y a aussi un site aradik.net, je crois, mais qui est obsolète. Donc, si vous voulez regarder plus dans les détails le site d'Aradik, il vaut mieux regarder celui-là. Voilà, donc, vous pouvez voir, alors maintenant, c'est la fenêtre qui m'embête. Ah, comme ça, hop, excusez-moi. Excusez-moi, non, c'est toujours pas ça. Oh là, afficher la grille vidéo. Voilà, là, ça va mieux, mais je ne me vois plus. Bon, c'est pas grave, je ne peux rien. Donc, voici des petites informations sur Aradik, qui est donc une maison d'édition récente, basée à Villeurbanne. Voilà, ensuite, c'est surtout la présentation de l'équipe, les arabisants et les collègues d'arabes qui sont venus assister au séminaire peuvent peut-être reconnaître des gens. Voilà. Ensuite, vous avez donc plusieurs choses. Vous avez un catalogue d'éditions bilingues, des livres bilingues arabe-français, de littérature et de poésie. Vous avez aussi, ce qui est extrêmement intéressant, une série de dictionnaires arabes, Mashatil al-Lugha al-Arabiyya, qui sont basés sur corpus. Vous avez donc des manuels et des ouvrages d'apprentissage de l'arabe en ligne et sur papier. Et vous avez une collection d'études de linguistique et de traduction. Voilà pour les collections. Vous avez aussi des outils en ligne d'apprentissage de l'arabe et un outil de traduction. Alors, c'est écrit en gris sur fond blanc, donc on ne voit pas très bien, mais vous avez un outil de traduction en ligne qui s'appelle Tarjaman. Vous avez une méthode d'apprentissage en ligne ici aussi. Vous avez des formations certifiantes. Voilà. Et vous avez aussi une rubrique sur la traduction, un service de traduction et d'interprétariat. Voilà. Vous pouvez demander un devis pour une traduction. Très bien. Donc, je repasse au partage d'écran de mon PowerPoint. Il faut juste que je le retrouve. Il est là. Il est là. Voilà. Non, il est là, mais il me cache le zoom. Voilà. Je le repartage. Diaporama. À partir de la diapositive actuelle. Yallah. Voilà, très bien. Donc, je passe maintenant au parti pris pédagogique et à la progression grammaticale et lexicale de mon manuel. Je parle d'abord du public et du niveau. Ce manuel s'adresse donc à des jeunes gens et adultes francophones, débutants complets en arabe ou ayant déjà étudié la Fousra ou une autre Amiya, mais également à leurs enseignants. Il peut s'utiliser en autonomie partielle. La partie écrite du manuel et les enregistrements accessibles sur la playlist YouTube le permettent, en complémentarité cependant avec un cours d'expression orale. Alors, je vais vous projeter donc la playlist YouTube dont vous trouverez le lien dans le manuel. Hop. Elle est là. Donc, normalement, ça devrait marcher. Ça devrait être plus rapide. Je partage. Elle est là. Voilà.
Et donc, en fait, tous les dialogues figurent ici sur la playlist qui est accessible aux détenteurs du manuel qui ont un lien. Donc, par exemple, je peux vous faire écouter le dialogue numéro 5. Est-ce que vous entendez tous? C'est bon? Bon, bah, je passe le dialogue. Oui, c'est bon. Juste une question sur cette playlist. Il faut avoir le lien, mais autrement, si on la trouve avec des mots-clés, qu'on tombe dessus, c'est gratuit et c'est pas une playlist privée? Non, normalement, enfin, il faudrait que je demande à la responsable de publication, mais à ma connaissance, ce n'est pas une playlist privée, non. Je me trompe peut-être, il faudrait que je lui demande. Voilà, je continue donc. صباح الخير يا عبد الله. صباح النور يا ريما. كيفك وكيف أحوالك؟ الله يسلمك. كيفك أنت وكيف شغلك؟ أنا مبسوطة الحمد لله. كيف شغلك أنت هالأيام؟ يعني عم ندفش يا أختي. هيك الدنيا اليوم. إيه سيدي، المهم صار عندك بيت. طبعا أقل منا. والله كيف شغل جارك أبو فريد؟ والله ناقشت معه هالأبو فريد وصار عنده بيت ومصاري. ها سيدي، الله بطعم الحلاوة للي ما له أسنان. Voilà. Hop, hop, hop. On s'arrête là. Voilà. Alors, j'arrête le partage. Et je repartage mon PowerPoint. Alors, où est-il? Voilà. Il est là. Hop. Excusez-moi. Voilà. À partir de la diapositive actuelle. Voilà, très bien. J'ai vu que quelqu'un levait la main. Je crois que c'est Hannah. Merci beaucoup. En fait, j'ai bien entendu. J'ai voulu dire oui, ok. D'accord, ok, très bien. Merci Hannah. Je continue donc. D'accord, super. Je disais que la partie écrite du manuel était donc en complémentarité avec un cours, enfin permettait donc d'animer un cours d'expression orale grâce à la playlist. Le manuel a été élaboré au départ dans le cadre de cours destinés à mes élèves officiers, mais peut évidemment, du fait de ses contenus généralistes et de ses choix lexicaux, s'utiliser dans tous les contextes de communication de base de la vie courante. Il porte donc sur le premier niveau d'apprentissage du CECRL, le niveau A1, une partie des contenus et des exercices tendant toutefois vers le niveau A2 en fin de manuel. Je n'ai fait que me baser sur le niveau de mes apprenants à l'AMSCC, la politique du département étant depuis longtemps l'accueil d'élèves ESM arabisants débutants, du moins en Ammiya. Les apprenants ayant déjà étudié la Fosra sont également accueillis et la disparité éventuelle de niveau dans cette glosse est gérée par l'existence de 2 groupes d'apprenants. Chaque groupe est systématiquement programmé en même temps que l'autre, avec un professeur différent évidemment, et regroupe par niveau les élèves ayant des acquis préalables. Le projet d'un deuxième volume correspondant à un niveau A2 est sur les rails, avec la supervision scientifique de Marie-Aimée Germanos, qui est maître de conférence en linguistique arabe et dialectologie à l'INALCO, l'Institut national d'apprentissage des langues et civilisations orientales, connu plus communément sous le nom de Langzo à Paris, et qui est vraiment une référence en termes d'enseignement des Ammiya arabes. Je bénéficie également de la collaboration de Nawal El-Halah, qui est professeure de Ammiya syrienne également à l'INALCO et locutrice native de cet arabe. Je parle maintenant du choix du système graphique que j'ai évoqué tout à l'heure et qui est donc, à mon avis, un pis-aller pédagogique, mais qui me paraît indispensable pour les raisons que je vais vous expliquer maintenant. J'ai donc fait le choix d'utiliser une transcription phonétique inspirée de l'alphabet phonétique international et adaptée à l'arabe, que vous pouvez voir ici donc sur cette diapo. Ce parti pris découle de mon expérience de l'enseignement des dialectes arabes ainsi que de l'apprentissage dans l'ère arabophone. En effet, mon professeur égyptien et mes professeurs syriennes de dialecte l'avaient également adopté. L'utilisation de cette transcription permet à des arabisants débutants complets de commencer à parler arabe sans passer par l'apprentissage de l'alphabet, mais elle peut également être utilisée par des arabisants maîtrisant des comme ce fut justement mon cas en Égypte et en Syrie.
Cela donne à ce type d'apprenant une idée exacte de la prononciation des mots dans la glosse apprise, ces derniers s'écrivant en alphabet arabe sans voyelle brève. Alain Giraud et Frédéric Imbert, dans leurs éléments de grammaire de l'arabe dialectal égyptien, utilisés au DEAC en 2004 mais non publiés, expliquent d'ailleurs les raisons du choix de ce système d'écriture que je reprends ici, ces raisons étant valables pour l'arabe égyptien comme pour l'arabe syrien. L'utilisation de la transcription permet deux choses. D'une part, le gain du temps qui serait consacré à l'apprentissage de l'alphabet qui n'est pas l'objet de ce manuel. Et deuxièmement, l'exactitude que la transcription permet dans la prononciation des mots dialectaux et de certaines voyelles comme le O et le E dans leur version longue et brève, voyelles qui n'existent ni en Fosra ni dans son système d'écriture. Les supports écrits sont donc rédigés en transcription phonétique inspirée de la revue Arabica, qui est donc une revue internationale de linguistique à comité de lecture. Ils sont aussi rédigés en alphabet arabe pour permettre à ceux et celles qui le connaissent déjà de faire des va-et-vient entre les deux systèmes d'écriture et de prononcer de manière dialectale un mot commun à la Ramiya et à la Fosra, dont la graphie est la même mais dont la prononciation peut être différente selon les variétés de langue. Il suffit d'entendre comment se prononce le mot Jum'a en Fosra et de comprendre l'intérêt de transcrire Goma'a en arabe du Caire ou encore Jema'a en arabe de Damas. Donc, comme vous le voyez sur la diapo, le mot écrit en haut en alphabet arabe peut très bien s'écrire en Fosra et dans les deux Amiya dont il est question ici, sachant qu'en Fosra, il se prononcera Juma'a, en arabe du Caire, il se prononcera Goma'a, et en arabe de Damas, il se prononcera Jema'a. Et comme en arabe, on n'écrit pas les voyelles brèves, excepté dans le cas du Coran et de la poésie anti-islamique et de certains textes très spécialisés, il n'est pas toujours facile de prédire les voyelles. Et donc, comme l'arabe est une langue consonantique et que le ductus consonantique est vraiment à la base de l'écriture, on peut avoir trois prononciations différentes avec des voyelles différentes. Et l'avantage de la transcription phonétique, c'est qu'elle permet une transparence au niveau des voyelles. Elle permet aussi de prendre en compte les variations au niveau des voyelles, comme on peut en avoir au sein de la Syrie ou au sein de l'Égypte, ou même dans un autre pays arabe. Si la transcription phonétique a les avantages énumérés ci-dessus, elle a néanmoins l'inconvénient d'être visuellement proche de l'alphabet latin et d'entretenir la confusion dans l'esprit de certains apprenants entre de l'arabe transcrit phonétiquement et ce qu'on appelle arabisie. Ce néologisme désigne une variété d'arabe dialectal écrite en caractère latin, augmentée de chiffres transcrivant les phénomènes inexistants en français ou en anglais. En fait, c'est l'arabe qu'écrivent les gens quand ils s'envoient des SMS ou des messages instantanés sur une application ou sur Internet quand ils n'ont pas la possibilité d'utiliser le clavier arabe. Donc en fait, c'est un système d'écriture qui s'est développé avec les réseaux sociaux et avec Internet. Cette arabisie existe bel et bien et il n'est pas question d'en nier la réalité, en particulier dans les réseaux sociaux, mais je considère l'arabe transcrit phonétiquement comme étant plus précis pour un apprenant. L'arabisie, par exemple, ne permet pas de marquer graphiquement la différence entre voyelles brèves et voyelles longues. Comme vous pouvez le voir ici, alors pour les arabisants, c'est plus facile évidemment, mais vous avez deux mots ici qui sont écrits en alphabet arabe. Vous avez Jamal, dont le deuxième A est un A long, qui est marqué ici en alphabet arabe par un alif. En arabisie, ça n'apparaîtra pas. Ou alors éventuellement avec comment on appelle ça déjà, un accent circonflexe. Alors qu'en transcription phonétique, vous aurez bien la différence graphique entre le A bref et le A long. L'arabisie ne permet pas non plus de marquer les consonnes emphatisées, comme on peut les avoir dans Talib Zabit, qui voudra dire élève officier donc en français. Si vous le transcrivez en arabisie, rien matériellement ne vous permet de marquer les consonnes emphatiques. Alors qu'en transcription phonétique dite scientifique, les consonnes emphatisées se transcrivent avec un point en dessous. Voilà. L'utilisation d'une transcription adaptée de l'alphabet latin entretient également une confusion consciente ou non dans l'esprit de certains de mes élèves entre l'arabe et le français, puisque l'arabe peut également s'écrire avec, je cite, des lettres françaises. À l'oral, pendant mes cours, j'anticipe une éventuelle confusion en parlant de signes phonétiques et non pas de lettres, quand je parle de la transcription phonétique.
Je me refuse également à faire de ce système d'écriture un objet d'évaluation, ne le considérant que comme un outil pédagogique. Donc, je ne fais jamais d'évaluation écrite à mes élèves sur la transcription phonétique. Si évaluation écrite il doit y avoir, ce sera sur l'apprentissage de l'alphabet arabe en fin de parcours ou en cours de parcours avec les élèves de l'EMIA. Donc, vous pouvez regarder dans le détail, et excusez-moi pour la petitesse de l'écriture, mais j'ai pas, avec mes connaissances techniques très limitées, c'est tout ce que j'ai pu faire en termes de copier-coller depuis mon manuel. Donc, c'est le tableau phonétique tel qu'il est présenté dans sa préface. Et je précise à présent les partis pris d'adaptation de ce système à notre contexte, tel que je les ai explicités dans la préface page 6. Sur les conseils de Michel Nerneuf, inspecteur pédagogique régional honoraire d'arabe, j'ai fait le choix de garder la transcription en arabe de la lettre Aïn, que vous voyez donc ici, qui est une des consonnes les plus difficiles à prononcer pour les francophones d'ailleurs, qui est une fricative pharyngale sonore habituellement transcrite sous une forme en fait qui ressemble à la transcription de la hamza que vous pouvez voir en haut de tableau, qui est la laryngale occlusive. Et en fait, le signe phonétique qui correspond au Aïn ressemble à celui de la hamza, mais s'écrit en miroir. Donc, c'était source de confusion pour les élèves pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que Michel Nerneuf me donne la solution. Les voyelles brèves A, I et OU, O et E ne sont pas indiquées dans le tableau ci-dessus car elles ne correspondent pas à une lettre arabe. Les voyelles A, I, OU, communes avec la fousra, s'écrivent dans quelques textes anciens artistiques et ou religieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous forme de signes au-dessus ou en dessous d'une lettre. Les voyelles O et E, propres à la variété dialectale, ne sont pas, sauf exception, rendues à l'écrit en alphabet arabe. Parmi les voyelles longues correspondantes, les voyelles dialectales O et E équivalent à l'écrit aux lettres Waw et Ya ou encore Alif dans certains cas. Donc là, le Waw, si vous voyez la souris sur cette lettre, va permettre à la fois de transcrire le son OU et le son O, et la lettre Ya va permettre de transcrire le son I et le son E, qui est lui-même typiquement dialectal. Dans un but de clarté pour les apprenants travaillant sur les supports écrits de ce manuel, les majuscules ont été adoptées pour transcrire les prénoms, les noms de pays et les débuts de phrases. Il pourra m'être objecté que ce choix renforce la confusion des apprenants entre arabe transcrit et langue écrite en alphabet latin, et que l'arabe écrit en alphabet arabe n'a pas de majuscules. J'ai cependant remarqué dans ma pratique pédagogique que ce choix, qui est loin d'être parfait, convenait à mes apprenants. De même, l'article définit « elle » ainsi que les prépositions comme « bi » ou la conjonction de coordination « we » sont systématiquement séparées du mot suivant par un tiret. Dans le premier cas, il s'agit de montrer à l'apprenant la différence entre l'article défini et le mot qu'il définit. Comme vous pouvez le voir ici, donc l'article défini en arabe se prononcera al en fousra et el en amiya de Damas. Il a l'avantage d'être invariable en genre et en nombre. Et donc, autant en alphabet arabe, on ne le sépare pas physiquement du mot, autant en transcription phonétique pour permettre aux apprenants de discriminer donc du nom ou de l'adjectif qui définit, j'ai gardé le tiret. Voilà. Dans le deuxième et troisième cas, il s'agit de matérialiser les mots arabes qui ne sont composés que d'une consonne écrite en alphabet arabe. Le cas donc de la préposition bi dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, qui est l'équivalent, qui est donc la préposition de lieu. Et dans la norme d'écriture de l'arabe, il est dit, je dis bien dans la norme parce que c'est différent dans les usages, qu'une lettre ne doit pas être seule sur une ligne et en bas ici à la lettre suivante, alors que dans la lettre écrite toute seule sur la ligne. Ça dans certains usages de l'écriture de la fousra moderne sur les réseaux sociaux, pas seulement en amniya.
Voilà. Et c'est la même chose avec la lettre waw qui transcrit ici la conjonction de coordination, qui de toute façon paraît la lettre suivante, parce que la lettre waw est une lettre qui ne s'attache pas à gauche. Mais dans la norme, il n'est pas accepté que cette lettre en ligne, alors que dans l'usage, dans mon manuel de garder. Voilà, donc je suis réenregistrée, tout va bien. Je disais donc que j'ai choisi dans la transcription en alphabet arabe dans mon manuel de garder l'okraf pour pouvoir établir une référence pour les apprenants qui ont appris la Fusha avant d'arriver à l'académie militaire ou une autre Amiya dans laquelle l'okraf se prononce. Voilà. Et donc, l'orthographe dialectalisante de Alam, si on veut vraiment l'écrire comme il se prononce ici en transcription phonétique, donc ce mot s'écrira soit avec une hamza au-dessus d'un alif, comme il est d'usage en début de mot, soit carrément avec une hamza écrite sur la ligne. Il m'est arrivé de voir ça et j'ai mis un certain temps à réaliser que c'était en fait le mot alam en fusha et kalam en ammiye. Donc, j'ai choisi de garder kalam à l'écriture pour favoriser quelque peu les arabisants qui ont déjà fait de l'arabe avant de venir à l'académie militaire, en prenant soin d'expliquer à chaque fois aux débutants complets qu'il y a une petite distorsion entre l'écriture et la prononciation. Je passe maintenant au contenu, à la structure d'une leçon. Le contenu des dialogues est inspiré de la Syrie que j'ai connue dans les années 90, mais également fidèle aux situations actuelles. En effet, les apprenants peuvent suivre les tribulations de jeunes Syriens en France, d'une partie de leur famille en Allemagne et du reste de la famille à Damas. Le manuel est divisé en 12 leçons. Chaque leçon comporte les éléments suivants. Tout d'abord, un dialogue rédigé dans un but pédagogique pour une communication de base, écrit en transcription phonétique et en alphabet arabe et précédé d'un résumé en français. Le script de chaque dialogue est précédé du même script dans lequel il manque des mots à compléter par les apprenants sur écoute des fichiers enregistrés. Je vous donne un exemple ici du dialogue de la leçon 1 avec un fichier son que je vous laisse écouter. مرحبا مرحبتين. كيفك؟ منيح الحمد لله. وانت كيفك؟ منيحة الحمد لله. أنت سوري؟ بس من وين بسوريا؟ انا سوري من حمص. وانت؟ أنا سورية كمان ومن الشام. انت نبيل. بس شو اسمك؟ اسمي فريدة. وأنت أبو شو؟ ابو كرش. ماشي. أنت متزوج؟ لا انا عازب. وانت؟ أنا متزوجة وعندي 3 أولاد. ما شاء الله. وشو اسمهم؟ اسمهم نبيل وسامر وفادي. تمام. فرصة سعيدة. أنا الأسعد. يلا خاطرك. مع السلامة. الله يسلمك. Donc, les mots à compléter sont généralement des mots qui ont été vus dans les leçons précédentes. Et cette activité a pour but de permettre à l'apprenant de réviser son vocabulaire par l'écoute, la reconnaissance et la transcription phonétique. Vous pouvez voir ici, donc, مرحبا. oups, مرحبا. voilà. Donc, le titre de la leçon, donc là, j'ai fait un simple copier-coller depuis mon manuel. Le résumé et le script du dialogue, le script complet du dialogue une fois que la fiche de Atrou a été remplie et corrigée. Donc, rédigé en transcription phonétique et en alphabet arabe. À la demande de certains élèves qui connaissent déjà l'arabe, je peux fournir également une fiche à compléter intégralement rédigée en alphabet arabe. Vous pouvez voir ensuite, alors je n'ai pris qu'un extrait du vocabulaire, le vocabulaire présenté dans l'ordre du dialogue, écrit en transcription phonétique et en alphabet arabe. Les noms et adjectifs ne sont présentés avec leur féminin et leur pluriel que si ces derniers sont irréguliers et apparaissent dans le dialogue. Les mots isolés sont présentés sans majuscules, contrairement aux énoncés comme les formules de politesse et les phrases complètes. Le système de transcription phonétique permettant cela, excepté pour la hamza.
Il en est de même dans les 2 lexiques en fin de manuel. Vous avez ensuite une traduction donnée en français contemporain dans un registre correspondant à un usage oral courant. Cette traduction tente de préserver un équilibre entre l'idiomatisme nécessaire de la langue cible et la précision d'une traduction parfois littérale pour que les apprenants comprennent le sens exact de ce qu'ils apprennent par cœur, puisque je leur demande d'apprendre chaque dialogue par cœur pour le présenter à leurs camarades 2 ou 3 cours plus tard, et je leur demande également de scénariser ces dialogues dans des vidéos, dont la plupart sont extrêmement inventives d'ailleurs. Les noms propres et les surnoms arabes, ils sont notés en transcription phonétique généraliste, que vous pouvez voir ici, par exemple, dans Abu Ketch ou Farida, ou la ville de Homs aussi, ou Nabil, Samir, Fadi. Donc, vous voyez que là, j'ai adopté une transcription latine généraliste, qui est évidemment différente de la transcription phonétique utilisée dans les textes des dialogues, le vocabulaire, des exercices et les lexiques. Je passe maintenant à l'explicitation des règles de grammaire. J'ai toujours choisi de les apprendre de manière inductive aux élèves, c'est-à-dire que je confronte d'abord les apprenants aux exemples de la règle et leur demande d'en déduire cette dernière. Seulement après, ils ont le droit de consulter le manuel et les remarques qui y sont inscrites. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, pour ce qui est de l'adjectif de relation, qui en arabe est un adjectif qui se construit à partir d'un nom propre ou d'un nom commun, les élèves sont d'abord confrontés à ce tableau avec le fichier son correspondant. Ils écoutent d'abord le fichier son sans avoir le tableau sous les yeux et ils me disent ce qu'ils remarquent. Alors, je fais exprès de choisir des noms de pays arabes qui sont relativement transparents, comme ça leur permet de déduire que vous avez par exemple Tunis, la Tunisie, qui donnera Tunis ici, c'est-à-dire tunisien, tunisiyé, tunisienne, tunisiyine, tunisien au pluriel. Donc, je choisis des mots qui sont relativement transparents, tout en étant des mots arabes, évidemment, pour leur permettre de déduire la règle. Après, ils réécoutent le fichier son en regardant le tableau, et après, on explicite la règle ensemble. Mais l'explicitation vient d'abord d'eux. Les exemples arabes, donc, qui sont donnés dans les remarques sur les règles grammaticales, ils sont écrits en alphabet arabe et en transcription phonétique et systématiquement traduits en français. Les tableaux de conjugaison, comme celui que vous pouvez voir ici, quoique écrits en transcription phonétique, doivent être lus de droite à gauche par respect pour le sens d'écriture de l'arabe. Donc, en fait, la colonne dont les apprenants doivent partir est la colonne de droite, puisque c'est celle dans laquelle figurent les pronoms personnels de l'arabe qui indiquent aux arabisants quelle est la personne à laquelle est conjugué le verbe. Sachant que, à la différence du français, les pronoms personnels en arabe ne sont pas indispensables à la conjugaison, puisque la marque de la personne est dans le verbe, ce qui n'est pas toujours le cas en français. Par exemple, quand vous avez « mange » en français, on ne sait pas s'il s'agit de « je mange », « il mange », « elle mange » ou alors « mange » quand on utilise l'impératif. Vous avez ensuite des exercices d'application uniquement écrits en transcription phonétique, le but étant la simple vérification de la compréhension des règles orales du dialecte. Et en général, les élèves préfèrent faire ces exercices à l'oral, en direct, en cours. Les corrigés, il y a 2 thèmes aussi en leçon 6 et leçon 7, et les corrigés figurent dans les annexes du volume. Les corrigés des exercices doivent être mis en ligne, mais je n'ai pas encore trouvé le temps de les élaborer. Alors, j'aborde maintenant des jeux. Il y a plusieurs jeux proposés dans ce manuel. Donc, vous voyez ici le jeu du portrait que je propose à des débutants, donc en page 55. C'est un jeu qui se joue en groupe. La première personne qui joue choisit mentalement une autre personne connue de tous, présente ou non. Et il s'agit de deviner, en posant 5 questions fermées minimum et en faisant 3 propositions maximum, de quelle personne il s'agit. La personne qui trouve la bonne réponse prend la main. Le vocabulaire ci-dessous sert à poser les questions fermées. Alors, une petite précision morphologique qui n'est pas très importante ici. Et donc, vous avez la liste de vocabulaire. Donc, les élèves ont la liste de vocabulaire. Et donc, ils utilisent, en faisant des phrases toutes simples, avec des pronoms personnels, avec le verbe être qui est sous-entendu et qui n'est donc pas conjugué en arabe à ce stade, ils utilisent donc des adjectifs de couleur, des adjectifs de morphologie,
des noms qu'ils utilisent dans les conversations quand ils se présentent en début de cours. Donc, en fait, c'est un jeu de rebrassage de vocabulaire. Voilà. Je leur propose aussi des jeux de rôle. Reprenant les points grammaticaux et lexicaux déjà abordés, donc j'ai dû en proposer 2 ou 3 dans le manuel, donc l'exemple de celui que je propose en début de parcours. Improviser à 2 un dialogue oral d'au moins 5 minutes à partir de la situation suivante. Je vous la lis en arabe et je vous la traduirai après. بدك أو بدك أوضة بأوتيل الشام بس هي غالية كتير. أنت أو أنتِ مع موظف الأوتيل. C'est-à-dire que vous voulez une chambre dans l'hôtel Cham, qui est un des hôtels les plus connus par les touristes dans le centre-ville de Damas, mais la chambre est très chère. Donc, vous êtes avec l'employé de l'hôtel et donc il s'agit évidemment de négocier le prix de la chambre en essayant de faire baisser le prix en arabe. Vous avez aussi un jeu de mots ici, que j'ai trouvé sur Facebook en 2017 et que je trouve assez savoureux. Alors, je vais vous le traduire parce que, évidemment, il est écrit en arabe. Donc, vous voyez, vous reconnaissez le logo d'une marque d'automobile, d'une marque française d'automobile assez connue, dont je tairai le nom par respect pour les instructions du CSA. Et donc, ce jeu de mots permet aux élèves de réviser ce qu'on appelle quand on enseigne un dialecte, l'inaccompli avec B. L'inaccompli avec B, en gros, dans les grandes lignes, c'est l'équivalent du mode indicatif en arabe. Et donc, vous avez, dans la vignette du haut, vous avez le mot bijou, qui rappelle donc évidemment, avec une prononciation arabe, le nom de la marque française, mais qui veut dire aussi « ils viennent ». Et évidemment, le même lion qui change de sens, avec l'énoncé webirohu qui veut dire et ils s'en vont. Voilà, donc ça permet de travailler l'utilisation de l'inaccompli avec B en faisant un petit clin d'œil culturel à l'univers visuel français. Voilà. J'ai également proposé des histoires drôles aux élèves, qui sont des histoires que j'ai moi-même entendues à titre personnel en Syrie dans les années 90, donc je vous donne la première. Une histoire drôle, homsit entre guillemets, c'est-à-dire en arabe nekte homsiye, avec un petit résumé. Homs, c'est une grande ville au centre de la Syrie. Ses habitants faisaient et font toujours l'objet de blagues de la part des autres Syriens, un peu comme les Belges en France. Voici un exemple de blague entendue à Damas dans les années 90. Alors la traduction de la question, parce que c'est une blague sous forme de devinette, pourquoi est-ce que le homsit, c'est-à-dire la personne de Homs, dort avec un œil fermé, avec un œil ouvert et l'autre fermé? Donc en général, quand je pose la question à mes élèves et je leur demande de deviner eux-mêmes, si parmi le public, quelqu'un a une idée de réponse à cette devinette, vous êtes le bienvenu, ahlan wa sahlan. Parmi les arabisants ou les professeurs d'arabe, si quelqu'un a déjà entendu cette nectée et connaît la réponse. Quelqu'un a une idée? Alors, la réponse est les anno akhad mushabbid falyom. Donc, il a un œil fermé et un œil ouvert quand il dort parce qu'il a pris un demi-comprimé de Valium. Voilà, donc en fait, c'est un humour, c'est un humour par l'absurde. On peut très bien ne pas aimer. Moi, je trouve ça très drôle personnellement. Alors après, parmi les élèves, ça peut être accueilli de manière assez diverse, mais l'humour étant très personnel, évidemment. Voilà, moi, je sais que je trouve ça très… Personnellement, je trouve ça très drôle, mais voilà, c'est très personnel. Deuxième blague, homsit. Donc, pourquoi est-ce que la personne de Homs allume son poêle à mazout en dehors de la maison? Donc, comme vous pouvez voir sur le vocabulaire, le poêle à mazout qu'on appelle sobia, qui est un mot dont j'ignore totalement l'origine, enfin c'est un mot arabe, mais avec un shem qui n'est pas vraiment arabe, donc je pense que c'est un mot d'origine étrangère, mais je ne sais pas de quelle langue il vient. Et donc, c'est le poêle à mazout qui est installé dans les maisons traditionnelles qui ne sont pas équipées de radiateurs. Donc, c'est très efficace, ça sent extrêmement mauvais, mais c'est très efficace. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce que le homsit allume son poêle à l'extérieur de la maison? Et là, pardon, la réponse, c'est li anno barra abrad, parce que dehors, il fait plus froid. Voilà, donc c'est encore un exemple. Voilà. Alors, il y a aussi dans le manuel une chanson
qui est emprunté au patrimoine mondial et qui est l'adaptation chantée par Fayrouz d'un chant de Noël que vous connaissez tous probablement. Donc, nous avons choisi avec l'éditeur de présenter une chanson appartenant au patrimoine mondial pour éviter des problèmes de droits d'auteur et des problèmes de propriété intellectuelle. Donc, je vous projette le lien YouTube qui est donné dans le manuel également. J'espère que ça va marcher avec le partage d'écran. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Bon, alors, je vais essayer de bidouiller quelque chose. Je vais retrouver ça sur Internet, ça ne doit pas être compliqué. Alors, hop. Et en même temps, je vous projetterai les paroles en transcription phonétique, comme ça, ce sera un petit peu plus transparent pour ceux qui ne font pas d'arabe. Alors, YouTube. Si je cherche la chanson en alphabet arabe, je pense que ce sera plus facile de la trouver. Netaïd. Voilà, c'est celle-là. Alors, je vais faire le partage d'écran. Voilà. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني ونفسك جران بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد صوت ولادك يا بجداد فكرة الحب جديد عم يتلاقوا الأصحاب هدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق عالشجرة غني وعناقيد عم بترن بعيد Donc, vous avez évidemment une idée de la chanson dont est inspirée cette adaptation. Je repartage mon écran, voilà. Et je continue donc, j'aborde à présent tout ce qui est progression grammaticale et lexicale. Donc, durant la centaine d'heures de cours qui précèdent, moi, vous voyez mon écran partagé ou pas? Oui, alors pourquoi? Ah oui, d'accord. Ah, oui, d'accord, je l'avais, excusez-moi, j'avais finalement réussi à faire un copier-coller du texte de la chanson. Bon, c'est pas grave. Durant donc je reviens à la programmation grammaticale et lexicale. Durant la centaine d'heures de cours qui précèdent les quelques heures de préparation finale à l'examen militaire de langue qui officialise le parcours d'arabisant des élèves de l'ESM, ces derniers acquièrent les bases grammaticales selon la méthode inductive, comme je l'ai dit. Ils les acquièrent en plus d'expressions orales assimilées, grâce à la répétition en contexte de formules de présentation et grâce à la pratique de jeux de rôle inspirés de situations de communication déjà travaillées en cours. De mon manuel, c'est-à-dire avant mars 2021, il travaillait sur les 11 de l'ancienne version des fichiers selon le schéma suivant. D'abord, l'écoute du fichier son du dialogue et la compréhension globale.
Ensuite, la distribution d'une fiche à trous à remplir en écoutant le dialogue autant de fois que de besoin, avec des mots à ajouter qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont en général déjà acquis selon le type de progression lexicale en spirale. Ensuite, la correction au tableau d'une transcription phonétique. Distribution du script du dialogue et du lexique dans lequel les mots sont ordonnés dans l'ordre du script et correction de la fiche à trous à partir de ce dernier. Ensuite, lecture et traduction oralisée du dialogue et distribution, enfin, de la traduction du dialogue en français. À chaque dialogue correspondent plusieurs points de grammaire choisis en fonction du critère de fréquence d'utilisation. Chaque point est exploré en induction, les élèves faisant des suppositions sur le fonctionnement grammatical d'une occurrence donnée dans le contexte du dialogue, avant de se voir distribuer une synthèse suivie d'exercices d'application. Pour vous donner une petite idée, même si vous ne connaissez pas l'arabe, je vais vous projeter la table des matières de mon manuel pour vous donner une petite idée de la progression grammaticale. Alors, écran partagé. Voilà. Hop. Voilà, donc on commence évidemment par les lettres. En arabe, on est forcément obligé d'en passer par là. Ensuite, les chiffres, l'article défini, l'adjectif de relation dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça permet, avec l'apprentissage des pronoms personnels isolés et pronoms personnels suffixes, d'une part de se présenter en arabe en disant par exemple « Ana Fancy », c'est-à-dire « je suis français »,« Ana je suis élève officier », apprenant les pronoms personnels ainsi que les adjectifs de relation. Ensuite, vous avez donc la leçon 2 avec la phrase simple qu'on appelle aussi la phrase nominale parce qu'elle commence par un nom et par un pronom personnel. Les nombres de 20 à 100, ça permet aux élèves de les apprendre pour pouvoir se présenter en disant quel âge ils ont en arabe. Ensuite, le féminin des noms et des adjectifs, le démonstratif, un récapitulatif de formules de politesse, etc. Et on commence à aborder, alors on aborde la possession, l'expression de la possession qui n'est pas une expression verbale en amiyé, on l'aborde leçon 4 et leçon 5. Seulement en leçon 5, c'est-à-dire à la fin du premier semestre, on commence à aborder les conjugaisons. Voilà, les verbes. Ensuite, l'expression de la volonté, enfin tout ce qui est... cette progression s'est décidée de manière un petit peu intuitive en fonction des contenus des dialogues que j'ai un petit peu classés par ordre de difficulté, mais c'est surtout par rapport aux conversations que je fais avec mes élèves en début de cours pour leur donner des réflexes d'expression orale, j'ai organisé la progression grammaticale un petit peu en fonction des structures qu'ils avaient besoin d'utiliser en début de cours pour se présenter. Voilà. Pour conclure, dire que l'enseignement des dialectes arabes est fondamental, c'est un truisme, comme est un truisme le fait de réaffirmer l'importance d'enseigner aux apprenants arabisants une compétence globale de communication, comprenant au moins les 2 glosses principales de l'arabe. En effet, l'enseignement exclusif d'une glosse de l'arabe, quelle qu'elle soit, ampute cette compétence de communication, si tant est que cette dernière soit le but de l'apprenant. Évidemment, un apprenant qui apprend l'arabe pour pouvoir lire le Coran n'aura pas besoin d'apprendre une armiya. Younes expérimente depuis des années aux États-Unis ce qu'il nomme « Integrated Approach », une approche intégrée de l'enseignement de l'arabe enseignant Fusha et Amiya syro-libanaise à proportion égale au sein d'un même cours, même à des débutants. J'ai moi-même proposé fin 2019 un enseignement, lui, semi-intégré, de la Fusha et de la même Amiya pour les élèves débutants de l'EMIA, partant du principe que l'enseignement exclusif de la Fusha, même à l'oral, n'est pas représentatif des usages des arabophones et ne répond pas aux besoins opérationnels de l'armée de terre. Semi-intégré donc, car répartissant les 2 glosses sur 2 cours différents, programmés en alternance avec un intervenant différent pour des raisons pédagogiques et pratiques. Les raisons pédagogiques en sont plus de clarté pour les apprenants,
Ce qui est corroboré par Aguilar, qui a écrit en 2014 un article sur le même type d'enseignement qu'elle mène en Espagne avec la Fusra et ce qu'on appelle la Darija, c'est-à-dire le dialecte marocain, sachant qu'en Espagne, il y a une communauté assez importante de personnes d'origine marocaine qui parlent donc cette fameuse Darija. Chaque glosse est donc associée à un cours, à une personne, à une méthode distincte. La raison pratique, en ce qui me concerne à l'EMSCC, c'est que mon collègue ne sait ni parler ni enseigner la Ramia syro-libanaise. Donc lui assure les cours de Fusra et moi j'assure par la force des choses les cours de Ramia. Il est donc fondamental de remettre en perspective une approche intégrée ou semi-intégrée en France, comme l'ont fait Giraud et Launay en 1995 pour la Ramia égyptienne du Caire et la Fusra. Selon une communication personnelle de Joseph Dichy en 2019, les résultats de l'approche intégrée sont néanmoins assez variables, les apprenants s'exprimant à l'oral mais faisant beaucoup d'erreurs. Des erreurs qui peuvent empêcher la communication et la compréhension. À ma connaissance, les manuels français récents faisant part égale à la Fusra et à une Ramia sont rares, pour ne pas dire inexistants. Giraud et Launay, en 1995, ont élaboré une méthode enseignant en premier lieu la Ramia du Caire en introduisant progressivement l'enseignement de la Fusra. Il est néanmoins difficile de se baser sur ce manuel, qui est antérieur au CECRL, ces auteurs n'ayant pas adopté d'approche par compétence. En effet, ils introduisent un dialogue oral quotidien en Fusra à la séquence 7 du cours d'Armiya du Caire, alors que la Fusra n'est pas une glosse utilisée pour une communication orale spontanée du quotidien. Des enseignements semi-intégrés sont néanmoins menés en France à l'INALCO, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ailleurs. Aguilar en parle donc pour l'Espagne avec la Fusra et la Darija marocaine. Et elle plaide également pour un intervenant par glosse, des programmes différents et des évaluations différentes selon les glosses et les compétences évaluées, ce qui est gage de clarté pour les apprenants. Elle recommande également de ne pas éviter les moments de brassage des deux glosses et de ne pas obliger les apprenants à les séparer dans leur expression, se basant sur les usages des arabophones eux-mêmes. Le fait de concevoir une glosse mixte comme objet d'enseignement ponctuel pose néanmoins deux questions à la croisée des chemins entre sociolinguistique et didactique. Tout d'abord, celle de la reconnaissance de cette glosse en tant qu'objet enseignable et à terme en tant que norme. Et deuxièmement, la question plus générale de la norme en langue arabe, laquelle ayant été et restant attachée à la Fusra, au regard des usages des arabophones en Amiya et en Fusra moderne. Quoi qu'il en soit, la question de l'efficience d'un enseignement intégré ou semi-intégré reste posée. Si l'enseignement intégré est la cause, comme le dit Dichy, de nombreuses erreurs dans le cadre d'une expression orale libre, alors la solution réside peut-être dans un enseignement semi-intégré, les deux glosses étant apprises simultanément ou consécutivement. Je vous remercie de votre attention, merci de votre patience, merci encore à Clara de m'avoir aidé pour faire l'affiche de ce séminaire. Et je repartage mon PowerPoint pour vous faire un petit clin d'œil d'arabisante, puisque c'est ce que je suis, si ça marche. Voilà. Merci de votre attention. Donc, comme on dit en arabe, shukran ala intibarkum. Donc, vous voyez ici mon mail de l'Université de Rennes 2. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur ce mail si vous avez besoin de précision. Figure aussi sur ce mail le site de l'éditeur, donc aradik.fr. Et comme je ne peux m'empêcher de faire de la publicité pour mon ouvrage, le mail de contact d'Aradik pour pouvoir, si vous êtes intéressé, pour pouvoir commander directement mon manuel sans passer par Amazon. Voilà, c'est la petite allusion qui va bien. Et je vous affiche maintenant les bibliographies donc, du manuel avec les méthodes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la méthode d'arabe du Caire d'un de mes professeurs du DEAC, les noms de mes deux professeurs adorés de Amiya syrienne à Damas, qui m'ont vraiment donné l'amour de cet arabe, le manuel de Jean Kassab, qui est donc le dernier manuel existant en France et qui a eu le mérite d'exister, dont je me suis inspirée pour mon manuel aussi, la méthode d'Esteban Lator,
la méthode non publiée de Jean-Yves L'Hôpital, la grammaire active de l'arabe de Michel Nerneuve et de Ghalib El-Hakkak, dont je me suis inspirée pour bien expliciter mes explications grammaticales, un dictionnaire aussi pour vérifier certaines choses au niveau du lexique, et donc les cours d'Abou Youssef ou l'arabe sans larmes sur Internet. Donc, si quelqu'un est intéressé par une ou plusieurs sources en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Là, j'ai aussi la longue bibliographie de ma présentation que je ne vais pas forcément afficher ici, mais si quelqu'un a besoin d'une référence, si vous avez entendu une référence qui vous intéresse, un nom d'auteur et une date qui vous intéresse au cours de ma présentation, n'hésitez pas à me demander, je vous enverrai ma bibliographie. Shukran kthir. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pendant le temps qui nous reste. Merci de votre attention en tout cas. Merci Marie pour cette belle présentation d'une langue parfaitement inconnue à l'écrit, même si le son est assez familier finalement. Enfin, j'ai l'impression qu'on connaît le son, mais l'écriture reste quand même merveilleuse. Bon, en tout cas pour moi, Marie, hein, très énigmatique, mais très jolie. Comment, peut-être tu peux enlever ton diaporama, comme ça on verra. On verra tout le monde. Voilà, les images. Je vais éteindre l'enregistrement aussi, peut-être, pour qu'il s'enregistre correctement. Dis au revoir, Marie. Au revoir. Ma salame.